Bonjour et bienvenue à l'écomusée de Gardezanne. Bonjour. Alors, les enfants, vous êtes là pour découvrir Pour découvrir. découvrir. Non, les enfants, vous ne parlez pas. Non, quand je parle, on se tait. D'accord. Voilà. Donc, on ne pose pas de questions, c'est comme ça que ça va fonctionner aujourd'hui. Alors, vous êtes ici pour découvrir en fait la biodiversité de nos collines. Alors, vous allez du coup pouvoir voir la carotte kermesse. Non, pas de question, j'ai dit. La carotte kermesse qui est très reconnaissable avec sa petite dentition en pointe. Le tod vert avec sa petite feuille verte dessus et verte dessous aussi. La chavonne sauvage aussi. C'est une plante aromatique qui est super utilisée pour mettre sur les grillades. Ça donne un goût splendide. Vous avez aussi la cyste dentelée à bulbe. Nous, dans nos collines, on appelle ça el pouillou. Vous avez aussi la Warlophensis magicatus, qui est une plante qui est vraiment très particulière parce qu'en fait, elle pousse à l'ombre du soleil. Et cet après-midi, donc, vous pourrez avoir donc Stéphane qui vous fera en fait un petit peu de land art. Bon, c'est vrai qu'on a du Mistral à 110, mais franchement, ça va bien tenir, ça va être sympa, les enfants. Non, j'ai dit pas de questions, s'il vous plaît. Non, les adultes non plus. Merci. Soutenez-nous sur Tipeee. Si vous voulez être associé à ça. Je crois que je peux rien rajouter de plus. Si, on peut ajouter que cette nuit, c'est Denver qui a voté pour la légalisation des champignons hallucinogènes. Ce n'est pas Open Mirabeau. Je l'attendais. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qu'on peut plus, mais qu'on peut plus. Coucou les gens, bienvenue au One Day Club, le podcast bande dessinée qui va vous parler de bande dessinée, parce que nous sommes un podcast bande dessinée qui ne se répète pas depuis des années. Ok. Et coucou les gens, c'est vraiment toujours ta phrase d'accroche au bout de 180 émissions. Exactement. Ok. En fait, non, c'était pas au bout, je l'ai sorti il y a pas si longtemps que ça, j'ai vu que ça vous faisait chier, je me suis dit, je vais la garder. Parce que j'aime bien les gens, alors je leur dis coucou. Voilà. Je suis One Pied, je suis accompagné de Tizak, qui est toujours là pour se plaindre. Oui, bonsoir. Coucou Tizak. Coucou les gens. Voilà. Apparemment, c'est la phrase à dire, alors coucou les gens. À ses côtés, nous avons Jérôme. Coucou Jérôme. Et hommage à Pierre Desproges ce soir. Et mon courroux, coucou. Putain, le niveau va être très difficile. Alors là, on a perdu tous ceux qui ont moins de 75 ans. Ouais. Bonjour à Thio. Coucou Thio. Bonsoir, ça va? Ouais, on est à Donf. T'as pris un petit peu d'aspirine, de Doliprane, un truc, parce que je sens qu'ils vont être chaud bouillants. Et du Glanax. T'as pris du Glanax? Voilà. Bon, le Glanax. Jérôme et Tizak, en général, on essaye de pas les mettre à côté. Ce soir, on sait pas ce qui s'est passé. On a réussi à les mettre à côté. On est dans la merde. C'est-à-dire qu'on n'est que 4, alors en même temps, c'est pas très compliqué de pas nous mettre à côté, mais bon. Techniquement, on est un peu à la ramasse comparé à d'habitude, ce qui est en soi un exploit. On aurait une table ronde, ce serait compliqué avec une table ronde. Mais on va quand même vous parler de bande dessinée. Thio va commencer par nous faire une rubrique sur les derniers crowdfunding qu'il nous a dénichés, puis nous achèterons. Essaye encore. Nous achèterons avec le Spouss, Belzebub, Black Monday Murders, Eden la seconde aube, Brady le tome 2, les tomes 4, 5, 6 de Dissonder, parce qu'on va faire un tir groupé. Nous parlerons ensuite de Dans son ombre et un petit express où on reviendra rapidement sur le 31e tome de Walking Dead. Et je pense que nous pouvons assez rapidement lancer la suite avant que vous partiez dans la dépression. De toute façon, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Mais tu n'es pas là. Tu es où? Mais cette perche que je leur lance et ils la prennent. Mais t'es où? Pas là. Online. Donc déjà, tu peux me faire les trompettes et du style enterrement et tout, le truc triste. Et oui, malheureusement, le 10 avril, nous a quitté Sandoway. Sandoway, le financement participatif, l'éditeur, c'est vous, leur logo, leur jingle. Voilà, bon, donc du coup, c'est terminé. Ils ont mis la clé sous la porte le 10 avril, plus de nouvelles. Enfin, on va s'en remettre, hein.
Alors, parce que Non, Pas parce les que gens qui ont mis des sous dedans. c'est ça. Alors, non, parce que moi, par exemple, du coup, j'ai toujours un projet qui était en cours depuis C'est ça, X années. il y avait un projet qui était en Non, cours stop. depuis Non. 1800 ans à peu Non, près. stop. Tu ne m'en parles Et pas. le mec, il a pas pris la valise et il est parti. Oui, il est parti avec des putes et de l'alcool, je crois, non? Ok, d'accord. Et du coup, là, il est en train de vous faire. C'est ça. Non, en Ceux fait, qui ont la vidéo ont l'image. non, en fait, Faudrait peut-être que je te mette en non approprié dans les catégories. C'est vrai. donc oui, donc Sandoway a mis la clé sous la porte. Alors non, je trouve que c'est un peu triste parce que finalement, c'était quand même le premier éditeur participatif, tu vois. Tu avais Ulule qui... Non, mais ça n'a rien à voir. Sandoway, c'est un éditeur, oui. éditeur Oui, mais avec participatif. Mais participatif. Ulule, c'est pas un éditeur du tout. Oui, mais sauf que du coup, c'est finalement Ulule et par exemple KissKissBankBank ou Indiegogo, Kickstarter, qui ont pris en fait, on va dire, le dessus sur de l'édition de bande dessinée en En francophonie. gros, non. Sandaway, pour moi, c'était l'éditeur qui vous disait on va faire comme Kickstarter, sauf qu'on va éditer. C'est-à-dire qu'on va demander des sous aux gens pour faire le travail des éditeurs qui d'habitude ne demandent pas des sous aux gens. C'est ça, hein, si j'ai bien Oui, résumé. oui, non, mais donc je trouvais que voilà, c'était un peu plus. Il y avait un accompagnement pour les c'était un peu auteurs. plus vrai. Il y avait un accompagnement pour les auteurs qui leur évitait théoriquement de se prendre la tête avec toute la logistique, trouver l'imprimeur, etc. Il y a moins un côté, on met L'idée était simplement des bonne. sous dans une cache-maille, quoi. L'idée était bonne. Mais ça a pas Cache-maille. marché. Putain, merde. Mais enfin voilà. Oui, c'est ça, c'est un vieux mot quand même. Donc voilà, c'est fini. J'étais pas C'est fini. Et je suis un peu triste. Mais bon, pas tant que ça. De toute façon, on a le champagne coule à flot ce soir, je sais pas pourquoi. On vous le dira à la fin. On va vous parler ensuite de Eden, la seconde hub. Alors, on fait un peu de teasing, c'est parce qu'en fait, nous avons déjà la première hub. Oh là là, ça c'est mauvais quand il y a de l'électronique sur la table. Donc Eden, la seconde hub, qui est faite par Alexandre, C'est que dommage, vous pouvez, tu commençais, t'es que pas vous terrible. pouvez avoir donc, pour le tome 1 en... On va reparler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, du coup, justement, parce que Oui, ce que je disais. Pierrick a rencontré l'auteur à Angoulême, il a déjà fait d'ailleurs, vous avez déjà... Saint-Malo. Saint-Malo, c'est vrai. Saint-Malo. Merde. C'est pareil. Pas. Non, C'est pas loin c'est finalement. pas comparable. Et donc du coup, perturbé là. On était donc Eden, la seconde hub, donc il a rencontré l'auteur. Vous avez déjà pu entendre une interview normalement de lui sur La Voix des Bulles, je ne sais pas quand, parce que c'était avant. Et là, vous avez donc la seconde hub qui est en financement donc sur Ulule, toujours pour un format classique en 42 pages. On va vous parler du premier tome donc dans l'émission, donc je ne vais pas non plus trop m'étendre sur le sujet. Juste pour 10 €, vous aurez le PDF. Pour 25 €, vous avez le format BD. Et pour 70, alors c'est ça que je trouve assez cool, c'est que les personnes qui le financent déjà sur Tipeee ont droit à un petit bonus, c'est-à-dire que eux, pour 70 €, ils auront la BD, je crois, dédicacée. Et pour les autres, ceux qui ne fonctionnent pas sur Tipeee, le payent 90 €. C'est sympa. C'est le petit bonus pour les tipeurs, pour les gens qui l'ont déjà suivi avant. Non, mais c'est bien d'être tipeur. Moi, je le dis, je le redis. Il faut être. Ah oui, mais ça, les tipeurs, c'est des gens bien. Non, c'est des gens 70 € pour une BD dédicacée quand même. Je t'ai pas dit, je te parle pas du prix, je te dis juste qu'il a fait un geste pour les tipeurs, c'est tout. Ouais, elle est belle, sa BD en plus. Ses dédicaces sont pas mal en plus. Bah, 70 balles, ouais, elle peut. Voilà. Je sais pas, moi je l'ai pas payé. Peut-être qu'elles sont mieux. Voilà. Là, il est en train de faire un signe pour que j'envoie le jingle suivant. Et donc, nous allons vous parler ensuite de Sentai School, toujours chez Ulule. Donc là, c'est toujours le duo. Ça me parle, ça, Sentai School. Eh oui, Florence Cardona et. Monsieur Torta. Monsieur Torta. Non, c'est pas ça en fait. Ah, c'est l'inverse. C'est Florence Torta et Philippe Cardona. C'était pour faire la blague. Merci. Ah, c'était une blague. Oh, le relou. On n'a pas un panneau blague. Blague, humour, c'est. Donc, toujours, là, on aura toujours un petit format A5 sur un 120 pages. Donc, je vous rappelle le principe de Sentai School. On va suivre donc, une sorte d'école des héros avec des chibi. Des chibis. Des chibi. Des chibis. Oui, il y a Chibi Goldo. Ouais, un design un peu rigolo, genre Un collège design foufou. Collège Foufou et des personnages Pour les qui étaient très délirants et que j'aimais beaucoup sur les premiers tomes. On a eu un peu plus de mal avec le tome 7. Je vous rappelle qu'ils avaient fait un financement en fait, pour ressortir tous les tomes de 1 à 6, qui avait été une super réussite. Ils avaient tout atomisé en quelques minutes. Là, c'est un peu plus laborieux. Si vous voulez la suite et si vous avez continué à accrocher, moi je vous avoue que comme quand on en parlait, quand on a vu le 7, c'est que moi je commençais à manquer de références et que je ne savais plus en fait les références à quel manga on y était, parce que du coup je suis plus du tout dans le move. Il y a deux éléments qui ont montré qu'on avait vieilli. C'est d'une part, il nous manquait les références, et d'autre part, il nous manquait aussi une paire de lunettes et un partenariat avec Alain Flelou. Parce que c'était quand même écrit tout petit et avec plein de petites références planquées en tout petit quand même dans la case. Il envoie direct les tacles à la gorge en joli, non? Direct. Oui, comme quoi on est vieux et tout. Ah, bravo. Ouais. Ah bah oui, bravo. on était vieux, hein, c'est comme ça.
Donc, est-ce que là, pour le coup, le A5 est maintenu et Toujours en A5 et D'accord. toujours 120 pages, donc ça va être toujours assez dense, je pense. il n'y a toujours pas de partenariat Atoll, Flelou Ben écoute, peut-être qu'ils vont le débloquer sur un des paliers. Ah, ben voilà, Voilà, c'est c'est possible. une idée. Donc du coup, vous aurez la bande dessinée pour 11 €, le manga pour 11 €, et pour 25 €, vous pouvez prendre le choix d'avoir un des anciens tomes, ou vous avoir le nouveau tome, mais avec les ex-libris et plein de petits bonus en plus. Parfait. Ah oui, à 40 €, vous l'avez dédicacé. Là, 40 €, une BD dédicacée, ça, je trouve ça Non mais... correct. Ah non, parce que là, j'ai mieux. Oula. J'ai mieux. Ah oui. Zone 57. Zone 57, donc c'est l'histoire d'un... Alors c'est... Grosso modo, c'est Roswell chez les Lorrains. On va résumer ça comme ça. Tu le vends bien, hein? Ouais, mais c'est en fait un Lorrain qui va essayer en fait de survivre à une invasion d'aliens. Donc là, on va avoir un recueil qui va être en 17-24, ça va être un 118-120 pages, je crois. Alors c'est fait par Guigui qui fait à peu près tout, d'après ce que j'ai compris. Guillaume, j'ai juste eu la photo sous les yeux 2 secondes, donc j'ai pas noté les noms. Je vous rappelle qu'on a un petit problème de réseau aujourd'hui, mais Aucun problème de réseau. le Moi, j'ai te- carrément le te- rangé mon ordinateur. le technicien a dit que c'était pas le cas. Donc Le technicien qui stream. oui, mais il a Excellent, mais je ne sais Voilà. pas pourquoi. Chut, t'as tout bouffé, c'est tout. Donc Guillaume, Céline, Carlos et il m'en manque un, j'en suis désolé. Patrick, Donc- c'est toujours Patrick. Sur KissKissBankBank. Régis, moi j'aurais dit Régis. C'était quoi le vrai nom au départ de Zone 57? Le héros s'appelle Bertrand Kefterian. Voilà. Bertrand Cafferan contre les aliens. Et le dessin, je trouvais, est sympa. Ça a l'air très, très drôle. Voilà, ça peut être un bon truc. Et donc, comme je te disais, là où tu vois, il y a un petit bonus sympa. Donc, 10 € t'as le PDF. Le livre est à 20 €. La dédicace est à 25. Et ils ont inventé la double dédicace. Waouh. Devant et derrière. 50 €. Je trouvais quoi, le principe était drôle. Mais je croyais, Dédicace mais- sur la tranche, mais je- 90 €. mais je croyais que par derrière c'était moins cher, moi. Non? Ok, d'accord. Alors, j'ai envie de te dire, tu t'es fait arnaquer. Mais après, c'est toi qui vois. On peut toujours discuter du cours de la chose. Je suis juste coupé la parole à consterné, en fait. Voilà. Enchaîne. Patrick Consternian, bonsoir. Bon, si on parlait du Spoons, Jérôme. Parle-nous du Spoons, voilà. Ce sera bien. Hein, c'est bien le Spoons. Alors, en fait, l'idée, c'est de parler du Spoons, mais de parler plus généralement de la collection Marcel Pagnol. Merci. Donc, c'est une collection... L'écomusée de Gardezane. C'est une collection chez Grand Angle. L'objectif qui a été proposé par Serge Scotto et Eric Stoffel, c'est de republier en BD tous les romans de Pagnol, mais c'est-à-dire les connus, hein, D'accord, Jean de mon Florette, Manon des Sources, etc., mais aussi tous les inconnus. Et dont moins certains inconnus. Et aussi ceux qui ne sont pas des romans. et voilà, et dont certains d'ailleurs qui ont fini par être des romans parce que Marcel Pagnol les a écrits, mais qui à l'origine étaient des films. Ne pas oublier que Marcel Pagnol était également un réalisateur de cinéma. Cette collection aujourd'hui se décline en une quinzaine de titres, toujours au scénario Serge Scotto et Eric Stoffel, et à chaque fois avec des dessinateurs, enfin pas à chaque fois, mais avec une panel de dessinateurs, on va dire. Il doit y avoir 5 ou 6 dessinateurs différents sur l'ensemble de la collection. Moi, je trouve que l'ensemble de la collection est plutôt de bonne tenue. Alors, pourquoi tu as fait une grimace, en fait, qui m'a perturbé? Oui. Ah, les grimaces, ça marche auprès des gosses, je suis d'accord. D'accord, mais auprès des grands, ça marche très très bien aussi. Donc, ouais, alors c'est une collection qui marche bien pour une simple et bonne raison. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pagnol, il a un sens de l'écriture. Et l'adaptation de Serge Scotto et d'Eric Stoffel est finalement pas très compliquée à faire. C'est un romancier qui, en écrivant, pensait déjà à l'adaptation cinématographique de son roman. Donc il écrivait de façon visuelle, cinématographique, découpée, avec déjà des axes dans les plans. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, j'espère en tout cas, et avec un vrai dynamisme de l'écriture. Donc les adaptations, je trouve, se prêtent particulièrement bien à la bande dessinée et à ce médium-là. Voilà pour l'ensemble de la collection. Il y a un échec, il faut le dire, c'est Jean de Florette.
C'est un échec qui est lié au dessinateur, et je le dis d'autant plus que Serge Scotto et Eric Stoffel sont les premiers à le reconnaître. Donc voilà, évitez Jean de Florette. Tous les autres albums sont de bonne tenue, et en particulier, par exemple, La gloire de mon père et Le château de ma mère, donc des albums très, très connus. Voilà. J'entends Comme dit Evelyne, les quatre. Comme dit Evelyne, le temps des amours et le temps des secrets aussi, c'est ça ? Le temps des amours et le temps des secrets, voilà. Ce qui forme la trilogie jeunesse, puisqu'en fait, Le temps des amours et le temps des secrets formaient un seul roman par Marcel Pagnol, et au moment de l'adaptation BD, Serge Scotto et Eric Stoffel ont décidé de le scinder en 2. C'était pas 2 bouquins ? Non, c'était un seul. C'était un seul. Et ça forme la trilogie Souvenirs de jeunesse. Le temps des secrets, et dedans, tu avais les deux. Ah, peut-être, ouais. Alors, Evelyne, si tu veux parler, tu prends le micro. Maintenant, revenons à nos moutons. Pourquoi le Spoons ? Le Spoons, alors là, c'est pas les moins de 75 ans ne peuvent pas connaître, c'est à mon avis les moins de 125 ans ne peuvent pas connaître. Ma grand-mère aurait dû être présente ce soir, mais elle peut pas. À la piscine ? C'est bien On se regrettable. fait poser une poche. Le film est sorti dans les années 30, et ça fait partie de ces films qui ont rendu Bourvil célèbre. Donc c'était un des acteurs fétiches de Marcel Pagnol, et il y a une scène assez d'anthologie sur le condamné à mort. Donc ça fait partie de ces films qui ont laissé dans l'histoire, on va dire. Fernandel, J'attendais qu'il finisse Qu'est-ce que ses phrases. J'ai un doute en T'as fait. dit Bourvil. J'ai dit Bourvil, mais non, c'est Fernandel. Enfin voyons, ce sera coupé au montage. Donc Il n'y a pas de montage. Mais, Ah bah c'est sûr, hein, moi j'étais avec mon vélo. voilà, donc c'est Fernandel, effectivement. Alors le Spoons, c'est une satire du monde du cinéma que Pagnol connaît bien, puisque donc encore une fois c'était un réalisateur, et il se moque de ses pairs. Il se moque de ses pairs, de leur façon de travailler, de leur façon de penser, de leur parisianisme et de leur embourgeoisement intellectuello, tout ce que vous voulez. Donc on se retrouve avec une équipe de tournage qui vient en Provence et qui cherche des paysages. Il tombe sur Fernandel, qui incarne un petit gars de la Provence, un petit gars provençal, qui va les mener en fait sur un lieu de tournage qu'il pense sympa pour le film. Et l'équipe de tournage va se moquer de lui, va lui dire qu'il cherche un acteur, que c'est l'acteur idéal, que voilà, c'est un Spoon, c'est-à-dire c'est un crétin. Le problème, c'est que le personnage incarné par Fernandel, lui va se prendre au jeu et il pense pas du tout que c'est une plaisanterie, et va rentrer à 2000% dans le jeu de l'équipe de tournage, à tel point d'ailleurs qu'après il va monter à Paris pour faire carrière d'acteur, etc. Sauf qu'à Paris, personne l'attend. On s'est moqué de lui en province. Donc c'est tous ces travers cruels du monde du cinéma, et la façon dont ce Spoons finalement va arriver à faire son trou, va arriver à percer, va arriver à retourner la situation à son avantage. Ce qui m'a beaucoup plu moi personnellement dans cet album, c'est la façon graphique de traiter l'histoire par FX. Alors FX, je pense pas qu'il soit hyper connu. Je sais pas si vous le connaissiez. Je connaissais. De réputation, j'avais vu des trucs qu'il avait fait. Mais... Bon. Merci pour cette intervention. Voilà, au demeurant, pour l'avoir rencontré, c'est quelqu'un d'hyper sympa, mais moi je le connaissais pas. Et il a décidé de pousser le crayon à un niveau caricatural, et en se disant, bah allez, c'est une caricature du monde du cinéma, allons-y. Donc on se retrouve avec des scènes très cartoonesques, avec des onomatopées ou des bruitages qui sont excessifs, mais aussi mais qui rentrent dans le scénario. Enfin, vous comprenez bien ce que je veux dire. Et avec, ou pas d'ailleurs. J'aime bien l'auto-persuasion. Et avec des doubles pages qui sont assez magnifiques, où il met en scène ce Fernandel ce Fernandel de papier, dans des scènes mythiques du film. Donc pour ceux qui veulent revoir ou qui connaissent le film en noir et blanc,
ils peuvent retrouver ces scènes mythiques mises en image par FX sur des doubles pages. Voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Il n'y a pas une grande morale à chercher. Au final, à la fin, le personnage joué par Fernandel gagne. C'est-à-dire arrive à faire sa place dans le monde du cinéma et arrive à devenir un acteur connu. Donc il n'y a pas une morale très très profonde à trouver derrière tout ça, mais il y a un vrai traitement graphique et il y a un vrai traitement de l'histoire que personnellement j'ai beaucoup aimé. Au suivant. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant sur plusieurs points. Premièrement, adapter un film qui est mythique. C'est-à-dire que tu dis c'est les années 30, mais je connais la scène de Fernandel qui va nous parler du condamné à mort et en gros qui va la jouer de plusieurs façons pour démontrer ce talent d'acteur. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas vu le film du tout parce que on se rend compte en lisant la BD, j'imagine en voyant le film, que je l'avais interprété totalement à l'envers. C'est pas une scène qui nous démontre ses talents d'acteur dans le film. C'est une scène où tout le monde se fout de sa gueule. Sauf que quand on voit la scène en séparé, on se dit « Oh, il est fort, ce Fernandel. Il est balèze. » Il l'est. Mais c'était pas l'objectif de cette scène-là. Tu vois, je l'avais vraiment interprété à contresens parce que j'avais pas le contexte. Et le fait de ne pas choisir de représenter Fernandel, déjà, de réinterpréter totalement les personnages, de repartir du script de zéro et de tenter de se détacher du film, parce que c'est ce qu'ils expliquent qu'ils ont essayé de faire, fait que cette adaptation a vraiment un sens et un intérêt. Le côté graphique que tu soulignais, vraiment cartoonesque, est super efficace, mais parfois, je trouve un poil trop poussé. Par exemple, il veut s'amuser à jouer du clin d'œil tu sais, les personnages secondaires qui sont dans le fond, il y a une histoire de chat et de souris qui se baladent. Et je trouve que malheureusement, il les met parfois trop en avant, ces personnages secondaires, et qu'ils perdent de leur intérêt d'être les petits détails du fond. Et qui vont même parasiter le récit principal. Il y a quelques passages où on voit la souris en gros plan et les gars qui sont en train de faire quelque chose d'important derrière pour l'histoire. Mais c'est juste un choix qu'il a fait pour essayer d'habiller un dialogue qui n'est pas évident à mettre en scène et qui, je trouve, parasite le propos, alors que graphiquement, tu parlais des doubles pages qui sont très réussies, pas évident à lire parce qu'ils jouent vraiment là pour le coup sur une double page avec un sens de narration très complexe, très décomposé, où il faut suivre un fil assez particulier, enfin pas très standard. Voilà, donc beaucoup de réussite, mais parfois je trouvais que d'un point de vue du dessin et de la narration, il a voulu en faire un poil trop dans la parodie et que c'est vraiment dommage parce que ça a un peu gâché. Moi, quand je suis en train de lire le truc et que d'un coup je me dis qu'est-ce qu'il fout là, ce truc au milieu, ça m'a un peu rendu dommage. Pourtant, au final, ça reste quand même un très bon bouquin, une histoire que je m'attendais pas parce que j'ai jamais lu Pagnol, mais j'en ai une image en fait de Pagnol qui est très loin de l'image que j'ai de ce que pouvait écrire Pagnol. Un phrasé et des dialogues qui sont magiques. Voilà, des expressions que j'ai découvertes qui venaient de là, en fait. Franchement, non, c'est très, très bien foutu. Mais ça pêche par excès, j'ai envie de dire. Thio. Je dirais que... je pense que moi, je trouve que tu vas un peu loin, en fait, sur le côté... les personnages secondaires qui sont trop importants. Je ne l'ai pas trouvé si omniprésent que ça. Le dessin, je le trouve super dynamique. Ça donne une vraie pêche et une vraie patte qui te permet, voilà, je trouve, d'avoir une sorte de... Le côté cartoonesque te permet de te dire que oui, tu te retrouves un peu dans une sorte de film. Et moi, m'a permis vraiment de rentrer dedans. De la même façon, pour que tu disais, le Spoons, en fait, je ne l'ai jamais vu. J'ai dû en voir des extraits 50 000 fois à la télé, mais du coup, peut-être qu'il faudra que je le regarde un jour quand même. Oui, ça a l'air être un bon film. En noir et blanc, merde. Ouais, mais il y a du son. Ça va. Dans les années 30, c'était pas vraiment évident. Hein. Une télé à 50 000 pour foutre du Fernandel. C'est ça, ouais. Voilà, tu vois, c'est une résolution toute pourrave. C'est comme le mec qui prend les Don Camillo. Ça existe en 4K ou Putain, j'ai pris un 3D. Donc un million en 3D, ça va être sympa. Mais j'ai passé un super moment. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un petit peu
Alors moi j'avais lu du coup les 4 bouquins, les 4 bouquins en 3 tomes. Donc, La gloire de mon père, mon les 3 bouquins en 4 tomes. Ouais. Mais ça, je les avais lus quand j'étais petit. Et c'est vrai que du coup, je me suis un peu replongé dans comme tu disais, dans le phrasé de Pagnol. Et c'est vrai que c'est quand même... c'est quelque chose qui m'avait marqué petit. Et je l'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, je suis un peu comme Mathieu. Moi, j'avais lu Pagnol en étant plus jeune. Je n'avais pas lu le Spoons. J'ai vu, comme Mathieu, le Spoons aussi avec ma grand-mère par morceaux. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu intégralement. Et honnêtement, j'y allais quand même à reculons sur cette bande dessinée parce que, voilà, c'est une période, c'est une époque. J'étais content de le voir à l'époque, mais honnêtement, le revoir aujourd'hui, c'est pas quelque chose vers quoi je serais allé volontairement. Et là, le fait de me le mettre dans les mains et que je sois un petit peu obligé de le lire, ça a été un petit peu l'occasion. Et j'ai passé quand même un bon moment. Même si la BD est longue, l'air de rien. On est sur je sais plus combien de planches, mais on dépasse le format classique. Et l'air de rien, les planches sont relativement denses, notamment les doubles pages. C'est pas des doubles pages pour faire joli avec un paysage et des cigales. Il y a une réflexion, il y a un travail, alors notamment sur la scène du mort, mais il y a aussi une double page avec tout un tas de références aux autres comiques ou aux autres acteurs ou aux autres cinéastes de l'époque ou plus anciens. Bref, on est dans le monde du cinéma et ça aussi, ça prend du temps. Voilà, donc c'est pas une bande dessinée qui se lit rapidement. Et franchement, j'y suis allé un petit peu reculons et pourtant j'y ai pris du plaisir. Donc si j'ai réussi à y prendre du plaisir, je pense que vous aussi. Donc n'hésitez pas à y aller. Le côté cartoony fonctionne à merveille. Une petite remarque sur les couleurs qui sont assez pastel. On n'est pas sur du cartoony qui se veut moderne, qui tirerait vers du dessin animé ou du manga. Non, on est sur du cartoony, au contraire, qui va amener de la douceur et qui ramène un petit peu justement un côté un petit peu oldies à l'ensemble, qui le retranscrit un petit peu dans son époque et c'est pas dénué d'intérêt. Ce qui est cool aussi, c'est quand même que tu as le côté un peu caricatural des personnages, où tu retrouves le physique était quand même pas non plus super gracieux d'un Rému. Non, clairement. Voilà, tu te retrouves vraiment avec des personnages qui ont une gueule, quoi. Qui ont une gueule. Le Spoons, il envoie quand même. Le Spoons a une gueule, mais son frangin, enfin son cousin a une gueule et l'oncle est top. Moi, j'adore le rôle de l'oncle. Il est topissime. Moi, j'avais mis un coup de cœur, mais peut-être pas a priori. Un bon moment, mais pas un coup de cœur. Ouais, un bon moment, mais pas un coup de cœur. Ouais, moi, je l'aurais mis, juste comme ça pour faire voilà, je vous ai dit... Voilà. Donc, c'est le Spoons. Pas de souci. L'outsider qui a failli prendre un coup de cœur quand même. Hein. Donc, le Spoons. Heureusement que je veille au grain quand même. Qui reste une bonne BD chez Grand Angle par FX Scotto Stoffel. On passe à la suite. Alors, on va vous parler de Belzébuth. Ah, pardon. On va vous parler de Belzébuth. Ouais. Belzébuth. Je veux dire, vous faites toute la chronique comme ça, parce que ça va être... Ouais. Alors après, je fais qu'une chronique du coup. Vas-y, fais-moi rêver. Après, je suis mort pour la deuxième émission. Cap Non, pas ce soir. Non, parce que. T'as une autre chronique dans la même émission. Hein. Ah non, moi j'ai dit que j'en faisais qu'une. Après, c'est plus cher. Je suis en dépassement d'honoraires. Fais-nous cette chronique. Alors, Belzébuth, c'est une bande dessinée en noir et blanc, en format carré, et qui a été réalisée par Jussi-Pekka Aunen, au scénario et au dessin. Donc, ça va nous raconter les pérégrinations d'une famille d'artistes avec un enfant, et puis dans le groupe d'artistes, on a le batteur qui se fait la malle, alors du coup ils vont être en recherche d'un batteur, machin. Mais tout ça, il faut bien le dire, ça se passe dans une famille de satanistes. Donc on est dans un groupe de métal satanique. La maman s'appelle Lucifer, le papa s'appelle Slot, et les enfants Léviathan et Lilith. Et sinon, vous voulez vraiment faire ça pendant ma chronique, vous ne pouviez pas le faire avant, quoi. Bah non, parce que c'est à toi de le faire avant, en fait. Vas-y, poursuis, parle. Il se fout de ma gueule à chaque fois, il est pénible. Bref, toujours est-il que... Beaucoup mieux. Merci Mathieu. Donc toujours est-il que on est donc dans un groupe de black metal et on va naviguer dans l'univers du satanisme. Tout ça avec beaucoup d'humour, en tout cas ça se veut être un bouquin avec des gags par planche. Et ah pardon, ça a transpiré, pardon. Ça s'est entendu, autant pour moi. Et donc voilà, ce que je peux rajouter simplement, c'est qu'à la base, c'est sorti sur le web, et donc là, c'est une adaptation en format papier.
Tu étais follement emballé, je sens. Faut-il vraiment que j'en parle tout de suite? Voilà. Alors, graphiquement, ça tient tout à fait la route. Les personnages sont relativement identifiables, même si de temps en temps, il faut faire un peu 2-3 allers-retours parce que ça reste un petit format. C'est des dessins de visage. Voilà, des dessins de visage, c'est-à-dire que c'est un peu comme si je vous demandais c'est super important dans le métal, mec. C'est ça, il faut arriver à identifier tous les membres de Kiss, par exemple. C'est super important. Voilà, donc bon, on n'y arrive pas toujours, voilà. Et mais il y a d'ailleurs toute une série de strips sur le sujet de comment bien choisir. Exactement. Donc il y a quand même beaucoup de second degré, beaucoup d'autodérision par rapport à tout ça. Je pense que je ne suis pas fondamentalement la cible. Je vois la blague, je vois le panneau blague, je sens la blague arriver et je comprends la blague, mais elle me fait pas rire. Voilà. Donc c'est juste que c'est pas mal fait, c'est bien dessiné, c'est plutôt bien monté, les plans cadrage sont plutôt bien réalisés, il y a de la variété, il y a des trucs cinéma, il y a plein de choses. On franchit le 4e mur, il y a des moments où on est façon interview et où les membres discutent avec le lecteur, comme une interview. C'est vraiment, il y a plein de choses. J'ai pas accroché. Voilà. Mais vraiment, je pense que ça n'engage que moi, parce que le travail est plutôt bien fait. Mon cher Thio. Bah écoute, bon, pour le dessin, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a plein de bonnes choses. Après, moi, je l'ai peut-être plus pris sur le second degré, si tu veux, vraiment de la famille de métalleux qui se retrouvent en fait à essayer de vivre dans une vie normale. Mais ils n'ont pas du coup les mêmes codes que les gens, quoi. Oui, mais le problème, c'est que tu as l'impression qu'ils débarquent. Ils débarquent pas, ils ont grandi, ils sortent de quelque part quand même. Non, parce que en fait, parce que justement, comment il s'appelle leur fille Lilith ou Léviathan? Lilith, je crois. Quand ils choisissent le nom de la première fille, grosso modo, voilà, elle arrive et elle, de suite, elle est baignée dedans. Ouais. Tu vois. Et tu sens bien que les parents, en fait, eux, ils se sont transformés au fur et à mesure, mais elle est baignée dedans, elle est directement. Tu vois, elle fête pas Noël, elle fête Halloween. C'est vrai. Tu vois, c'est. Et c'est le deuxième alors, ou c'est le premier, je sais plus. Il y a un des deux enfants qui, par contre, est à l'inverse des parents. Je crois, oui. C'est l'adolescence. Oui, il se fait Ça pas crie peinture. l'adolescence. Après, voilà, moi j'ai passé un moment très sympa. J'ai aussi reconnu des personnes que je connais qui sont un peu métalleux. Merde, tu connais Kiss? Et non, qui n'ont pas des peintures de Kiss non plus tout le temps, mais où certaines réflexions, en fait, sont des trucs que ça peut poindre dans certaines discussions que tu peux avoir avec eux. Et du coup, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà, ça m'a fait rire. Après, je te dis pas que je l'aurais acheté, Belzebubs. Certes, je ne l'aurais sans doute même pas acheté, mais en le lisant, j'ai pris quand même pas mal de plaisir et ça m'a quand même fait rire à des moments, d'avoir des moments où la blague est bonne, quoi. Je veux dire, le choix de l'enfant. La maman est sympa. Voilà, les petites. Non, bon. J'aurais pas dû dire cette phrase. Sympa, c'est une façon de concevoir les choses. Ouais, alors, moi, j'avais découvert Belzebubs sur le web parce que je les suivais. C'est pour ça que j'ai demandé l'ESP, sur ce service de presse. Parce que je trouve que techniquement, c'est irréprochable dans l'écriture, dans le dessin. C'est vraiment super bien foutu. C'est très, très. Il n'y a rien à dire. Par contre, effectivement, et c'est ce que je pense, disait Thierry, il y a le fond. C'est-à-dire que c'est un humour qui est ciblé sur une catégorie de personnes, sur un public. Et je pense que j'ai eu la chance, pour apprécier cette BD, de connaître des métalleux. Des vrais de vrais, tu vois, des gars à donf qui se posent plein de questions métaphysiques sur attends, est-ce que je mets un clou en plus sur mon blouson? Ah, et tes patchs, tu les as accrochés comment sur ton truc? Du do it yourself, mais pour voilà, ça. tu vois, non mais c'est ce genre de questions. Vous avez eu des potes qui ont discuté sur comment t'as accroché tes patchs sur ton cuir, tu vois. Donc tu retrouves un peu tout ce côté-là, et j'ai trouvé ça très réussi parce que en plus du côté un peu métal, il y a toute cette culture, je dirais, pseudo-sataniste. N'oublions pas que nous sommes la plupart d'entre nous rôlistes, donc nous sommes un peu satanistes dans le cœur. Non, j'ai loyer le bon, moi. Ouais, Paladin. ouais. Quel con? Ah non, c'était Thierry qui tuait les majordomes dans les couloirs juste pour le plaisir. Non, c'est mon frère. Ah, c'est mon frère qui fait ça. pardon. Bref, c'était voilà, j'ai trouvé ça réussi, mais effectivement, ça parlera pas à tout le monde. Ça, c'est clair. Faut soit avoir bien fréquenté des métalleux, soit l'être soi-même, je pense, pour l'apprécier pleinement. Donc c'est Belzebubs, c'est chez Glénat par JP Aonen. Et bah voilà, pour les fans de Tenacious D. Ah aussi, ouais. Ça, c'est une bonne référence. On va rester dans le satanisme.
The Black Avec The Monday Black Murders. The Black Monday Murders nous conte une sorte de vision du monde un peu déformée et a un choix narratif très 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 particulier. Je vais venir dessus. En gros, nous allons suivre des grandes maisons qui gèrent la bourse, en gros, tous les côtés de boursiers, et les relations qu'elles ont entre elles, parce qu'on l'apprend assez vite. En fait, la bourse telle qu'on la connaît est aussi un échange au niveau de tout ce qui va être âme et compagnie. Et le contrôle de ces valeurs est important. Et très rapidement, on va aussi nous faire comprendre que, par exemple, tous les gens qui se sont jetés des buildings en 29, en fait, c'était des sacrifices. C'était quelque chose qui allait permettre de faire remonter les valeurs et d'aider ces familles à s'en sortir. Parce qu'ils en avaient besoin et que leurs dieux, enfin les démons, demandaient quelque chose derrière. Et donc, on se retrouve sur un schéma assez classique, je trouve, dans du comics, parce que je l'avais déjà vu, où on va avoir les familles qui sont en conflit entre elles pour essayer de reprendre du pouvoir, se remettre en place. Donc on voit une jeune fille qui doit prendre le relais pour essayer de rentrer dans... comment ils appellent ça Enfin, c'est le... La jeune fille, c'est une Rothschild. Hein. Oui, c'est Rothschild, Rothschild. Oui, voilà. Non, mais oui, mais elle a été mise à l'écart pendant très longtemps, tu vois. Donc, elle essaye de revenir dans le game. Parce qu'elle a juste essayé à peu près d'évincer tout le monde, en fait. Voilà. Donc, elle essaye de revenir dans le game. Et en parallèle, l'un d'entre eux a été tué. Il y a une enquête qui est menée par un flic un peu bizarre qui a des accointances avec le paranormal. Avec le vaudou. Avec le vaudou. Et tout ça, c'est raconté, alors déjà avec un dessin assez réaliste, assez charnel dans le réalisme, je trouve, qui est très efficace, même si ça abuse parfois un petit peu des copier-coller sur le trait. Et une narration hyper déstructurée. C'est-à-dire qu'on va passer d'un petit bout de personnage à l'autre. Souvent, quand on va lire du comics en album, on arrive à savoir quand les chapitres qui sont sortis en fascicule s'arrêtent. Parce que je rappelle, aux États-Unis, c'est publié par fascicule de 24 pages. Ça fait un chapitre, on le sait. Là, c'est très difficile parce qu'au milieu d'un coup, on va avoir un rapport d'assemblée générale. Ouais, ou une discussion entre deux personnes. Voilà. Et puis les trucs qui sont... tu m'avais donné le mot, j'ai oublié... Caviardé. Caviardé, voilà, ils sont caviardés, donc ça a été passé au noir pour pas qu'on puisse lire tous les noms. Et ça rend... j'ai trouvé cette bande dessinée fascinante, mais assez complexe à suivre, assez complexe à lire. Alors je sais pas si c'est parce que je n'ai aucune culture du monde, on va dire, de la bourse, de ce côté-là où je capte vraiment que dalle, hein. Tout ce qui va être action, valeur, etc. Mais malgré ça... L'important, c'est les valeurs. Malgré ça... je suis super intrigué parce qu'il y a un dessin efficace, une narration qui te donne envie d'en savoir plus. Et c'est très difficile d'ailleurs d'en parler parce que régulièrement, cette narration éclatée fait que tu as des petites révélations sur les personnages, sur les choses qui cachaient, sur ce qui leur est arrivé dans le passé. Parce que tout se passe pas en contemporain. Tu commences en 29, tu continues en contemporain, puis tu reviens en arrière sur certaines scènes. C'est super éclaté. Et je pense que c'est volontaire de rendre ce côté un peu complexe, mais ça m'a un peu perdu à certains moments. En tout cas, tu as vraiment une envie de lire la suite. C'est super intriguant et c'est quand même une bande dessinée qui nous a été conseillée par un de nos tipeurs et on le remercie. Votre avis, jeunes gens? Nous allons donner la parole à Jérôme. Je te rejoins sur 99,9% de ce que tu as dit. Merci Jérôme. Mathieu? Alors moi, je te rejoins sur 88%. 100%. Merci les amis, nous sommes les 100%. Mais les 12% restants, franchement, il y a beaucoup de choses à Nous dire. sommes les 1%. Non, Jérôme Le dessin est très très efficace, l'histoire aussi. Moi, je me suis laissé prendre dans l'histoire. Alors, tu as une façon de la résumer que je n'aurais pas du tout résumé de la même manière. Mais, c'est parce que vraiment, ça reste confus dans mon esprit. Non, c'est mais, pour ça, mais à la rigueur, peu importe, parce qu'on ne va pas divulgacher l'album. Mais Avenger Endgame, ça finit comment en fait? le lance pas, il est cap. C'est comme dans Harry Potter, à la fin, ils meurent tous. Et non, c'est une fin à la Disney, c'est chiant. Et
Non, mais Star Wars on est en train de parler de Black. Non mais vas-y, Burner. continue Black Ça avait l'air Monday. bien en fait, ce que vous allez dire. Ouais, donc merci, Dans le micro, c'est encore mieux, mais ça avait l'air bien. C'est gentil. Oui, par contre, j'ai perdu le fil, mais c'est pas très grave, je vais retrouver le fil. Tu disais que tu l'aurais pas résumé comme moi. Non, je l'aurais pas résumé comme toi parce que, au final, il y a une entité divine, admettons, et sur Terre, une sorte d'incarnation, une femme blanche, blafarde. Et entre eux, ils parlent une langue incompréhensible, mais qui leur donne un pouvoir sur les autres. J'avais pas capté vraiment, tu vois, que la femme blanche était l'incarnation de l'entité, tu vois. Là, je pensais, moi, j'ai pas compris que c'était l'incarnation de l'entité. Alors, Moi, je pensais juste que c'était un suppôt, en fait. Je vous emmerde et je finis ma chronique. On peut dire que, justement, on n'a pas du tout compris le truc de la même façon. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que la langue avait un pouvoir. Voilà. Oui. Et Thierry l'a pas relevé, vas-y, continue. Je ne peux pas relever toutes les langues, Pierrick. Je suis occupé. Et en fait, la problématique, c'est finalement quel est le surnaturel dans tout ça. Il y a la langue c'est le surnaturel, c'est sûr, et le sacrifice humain. L'aboutissement de milliers d'années de sacrifice humain, aujourd'hui, c'est la finance. En gros, c'est ça l'idée. Mais c'est complètement starbé comme idée. Mais presque crédible, c'est ça qui est terrible. Voilà, et c'est là où je voulais en venir, et c'est là où tu n'as pas voulu aller, mais où je vais aller, c'est attention au complotisme, les amis. Parce que à partir de ça, on peut dire ou faire dire ce qu'on veut. Nous sommes dirigés par les Illuminati, ne l'oublions pas. Hein et par les lézards, ne l'oublions pas. La Et la taille plate. Allez, Donc, Donc, vous connaissez les platistes, vous aussi. Donc voilà, au-delà de ça, on est vraiment pris, et à la fin du premier tome, moi j'ai vraiment envie de lire le deuxième. Très clairement, je suis absolument pas financier pour dessous, et je suis complètement dépassé par le vocabulaire qui est employé, et à la rigueur, je m'en tape. À la rigueur, il pourrait inventer un vocabulaire exprès pour lui, ça me gênerait pas plus que ça. Bon, moi, je ne vais pas parler de pourcentage, mais quelque part pour de la finance, c'est peut-être le bon choix. Tu es d'accord à 24%. Non, plus que ça quand même. J'ai beaucoup apprécié La confiance en progression. Black Monday Wonders. Ouais, j'ai confiance dans les investisseurs, et puis le bilan comptable n'était pas mauvais sur ce trimestre, donc je pense que et les perspectives, franchement, me donnent du baume au cœur, donc je pense que je vais investir. On arrive à la fin de l'année fiscale en plus. Ouais, Je pense que c'est le moment où il faut un peu rebalancer les comptes. Moi, j'ai eu un peu peur en fait au début de me retrouver quand ils ont commencé à me parler justement qu'il fallait payer les dettes, de ce qu'ils avaient collecté, tout ça. Je me suis dit, oh putain merde, ils ont pompé le scénar d'Arthur de Pince sur Zombilenium avec le parc d'attraction qui a besoin d'âme, mais et finalement ça part complètement un peu sur autre chose, dans le sens où le fantastique est un peu mis de côté. Et comme je disais, moi je pensais en fait que la femme blanche c'était en fait un sorte de démon majeur, tu vois, mais pas Une sorte de goule qui suit quelqu'un. pas l'incarnation de l'entité, tu vois. Oui, mais après, il y a plein de trucs qui sont ouverts dans ce tome Tout à 1. fait. Comme par exemple, il parle de la papauté. Et en disant « elle Ouais. ». Le pape, c'est « elle C'est elle. ». C'est étonnant. Et Je puis, crois que chez les satanistes, souvent des histoires de papesse ou je sais pas quoi. et puis après, ce qui est Oui, drôle, parce que dans l'histoire, il y a eu une papesse. Jeanne. et ce qui est super drôle, Jeanne de la papesse. c'est d'avoir des personnages qui te prennent aussi des fois le contre-pied de ce que tu as dans toutes les séries télé, où quand la personne arrive et lui dit je sais que c'est toi le coupable. Oui, bien sûr, j'ai tué. Alors j'ai utilisé tel couteau que j'ai caché en fait dans le placard. Putain, il t'a même pas dit qu'il avait une preuve. Et justement, le gars lui dit mais tu crois vraiment que je vais tout te raconter, je vais tout déblatérer? Non, tu vois. Enfin, il prend des fois des contre-pieds, ce que tu peux voir dans toutes les séries américaines avec de nos chers policiers qui sont chiants parce que tu te dis mais ils ont pas de preuves, et le mec il crache tout. C'est super bien mené, c'est très sombre, et je trouve que le personnage du détective, qui est pourtant pour l'instant je trouve pas très épais, ben, le peu qu'ils t'ont donné en fait, ça fait déjà je trouve une super matière pour avoir un bon flic. Bon flic rebelle, quoi. Surtout quand tu apprends pourquoi est-ce qu'il a été mis à pied, C'est clair. et que là tu te dis ah ouais. Et est-ce qu'on peut dévoiler le complot autour de Wikipédia?
Je me souviens plus de ce passage-là. Ah Vas-y. si, c'est dans les textes. C'est dans les textes. c'est un truc génial. C'est parce que donc, comme tu le disais, et à l'identique de ce qui se faisait dans Watchmen, les chapitres sont partagés, sont séparés par des interrogatoires, des extraits de conversations téléphoniques ou des mails. Et il y a un mail où un gars écrit on ne sait pas à qui en disant j'ai contacté ma comptable pour lui proposer un projet, etc. Elle a trouvé ça vachement intéressant. Donc en gros, faire un site internet hyper crédible, s'appuyant sur des scientifiques, démontrant des théories, mais vraiment basé de façon très 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 scientifique, et inattaquable sur tout ce qu'ils avancent. Donc une référence. Sauf que, de temps en temps, tu glisses. on glisse un mensonge. Mais Oui, comme je me souviens, l'ensemble est inattaquable, en fait, ce mensonge-là passera comme une lettre à la poste parce que l'ensemble du site a la crédibilité d'un site inattaquable. Et du coup, certains paieront très cher pour être le mensonge qui passera dans le site. Oui, non, c'est génial. C'est bon, ça. Ce petit texte-là, il m'avait bien plu aussi. Donc on va quand même parler vite fait des auteurs. C'est Jonathan Hickman. On en avait déjà parlé, je crois, parce qu'il avait fait des trucs sur Ultimate, les séries chez Marvel. Oula, ça date. Ouais, ça date. Il a aussi travaillé sur Dark Raid, des trucs chez Marvel derrière. Pour le coup, c'est sorti chez Image, il me semble. Donc c'est un créateur en il est vraiment possesseur. Et c'est fait aussi par Tom Coker au dessin et Michael Garland. Alors je n'arrive pas à savoir si c'est l'encreur ou la couleur. Parce que franchement, c'est la couleur. Donc Tom Coker fait aussi son ancrage, ce qui m'étonne pas vu le style graphique qui est hyper précis. Mais je disais, petit reproche parfois, mais bon, ça c'est le modèle américain, il abuse un peu des copier-coller. Sur les expressions, les visages, voilà. Mais bon, ça c'est... Les allers-retours peuvent être un peu lourds aussi. Des fois, on s'y perd un peu quand même dans les allers-retours. Mais c'est une série très prometteuse, voilà, qui, même si on n'y comprend rien, donne envie de lire la suite, ce qui est en soi un certain exploit. Alors, non, même si on comprend rien à la finance, mais on comprend rien. C'est bien quand même le scénario. Hein, on comprend globalement, on comprend les enjeux globaux, mais les finesses, je pense, moi en tout cas, je pense que je suis passé un peu à côté. Voilà. Donc, Black Monday Murders, et on vous parlera très prochainement du tome 2 qui est déjà dans notre pile de lecture. Eden, la seconde Aube, tome 1. Et oui, je vous en parlais tout à l'heure donc, dans le crowdfunding sur le tome 2 qui est donc sur Ulule pour l'instant. Donc on est sur les terres oubliées justement d'Eden avec une jeune fille qui vit toute seule dans les montagnes, il me semble. Oui, ils sont en train d'essayer de se passer les bouquins. Non, Eden n'y est pas en fait, je ne sais pas où est le bouquin. Ah. Voilà. Donc pour vous dire que je ne sais pas où est le bouquin, c'est je sais que je l'ai lu et que j'ai dû en fait refeuilleter hier soir le site web pour avoir la version numérique parce qu'en fait je l'ai pas retrouvé. Donc dans ces montagnes vit une fille, Maëlle, qui va croiser en fait un personnage qui est enchaîné dans un arbre qui est soi-disant une sorte de gardien en fait de ces montagnes. Ce personnage s'appelle Nino. On n'a pas d'avant. On arrive vraiment juste au moment où ils se rencontrent. On ne sait pas d'où vient Maëlle, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On sait juste que en dehors des montagnes, il y a une sorte de brume qui attaque, on va dire, tout le pays d'Éden et qui a transformé les gens, qui a fait des choses sombres, mais on reste, on va dire, dans une sorte de doute. On a des suppositions, mais on ne sait pas beaucoup de choses, on va dire, restent, cachées sur le début du tome. Et même quand on avance dans l'histoire, on n'a pas encore toutes les réponses. Je vais essayer quand même de parler sous ta validation, Pierre, parce que je t'avoue que je n'ai pas non plus tous les détails encore. Et toi aussi, tu les as pas. Ça remonte à très loin, en fait. C'est pour ça que ça fait longtemps qu'elle est dans le planning, celle-là. Donc du coup, on a... Encore une fois, c'est à moi que ça arrive. D'habitude, c'est à toi qu'on fait le coup. Donc du coup, voilà, on va se retrouver avec ce Nino qui va donc être libéré par Maëlle. Et ils vont retourner dans le monde d'Éden. Là, ils vont retrouver donc des ennemis. Des sortes de mécas super designés. Ou d'ombres, en fonction de l'endroit où vous le lisez. Ces ombres-là, donc du coup, elles essayent de tuer Nino. Et finalement, Nino, en se baladant dans l'ancienne capitale d'Éden, trouve un temple dans lequel il trouve une statue qui ressemblerait à Maëlle. Et ensuite, Maëlle, en cherchant une pierre, se retrouve avec un Nino. Ouais, non, c'est... Bon... Au niveau du scénario, le soupir de Jérôme. Ouais, alors au niveau du scénario, je suis d'accord. Peut-être que j'ai pas. Moi, c'est un peu trop une amorce en fait. C'est une amorce et il n'y avait pas vraiment de tangible. C'est vrai. Il n'y a pas le truc auquel s'accrocher pour. Mais
graphiquement, j'ai trouvé ça très joli, vraiment très très chouette. Tant sur la version papier que sur la version numérique que j'ai relue hier. C'est joli, c'est dynamique, c'est bien pensé. Les couleurs, donc, c'est que du numérique, hein, je pense. Et c'est vraiment très sympa. Après, comme tu dis, c'est vraiment qu'une amorce. Donc, j'attends le tome 2. J'espère que tu vas le baquer. Oui, c'est probable. Il faut que tu le fasses. Ça, tu encourages un peu. Et on lira la suite. Pour savoir exactement, justement, comment est-ce qu'ils vont réussir à sauver le monde d'Eden. C'est uniquement en 2 tomes ou il y a une... Là, je sais pas s'il y a de suite. Pour moi, Eden, c'est un projet déjà multimédia que je vais trouver très intéressant, surtout un projet porté par une seule personne, ce qui est un gros défi. C'est-à-dire qu'il a lancé avec ses propres technologies qu'il a développées lui-même. Donc le gars, il est informaticien, il est graphiste et il a un certain talent. Enfin, on peut difficilement dire que ça n'a pas la classe ce qu'il fait, avec une forte inspiration, on va dire Miyazaki, Final Fantasy. Tu vas chercher tous ces auteurs-là. Et j'ai oublié le nom du dessinateur de Final Fantasy que j'adore, c'est dommage. Oui, il est très connu. Il a même fait un truc avec Neil Gaiman dans le monde de Sandman. Voilà, à l'asiatique. Bref. Voilà, un univers graphique qui est superbe. Oui, il y a un côté Evangelion aussi quand tu regardes certains des mechas, etc. Tu vois que le gars, il a une culture, mais qu'il a su bien l'intégrer dans son univers parce que graphiquement, ça tient la route. On voit les références, mais ça fait pas. Il a pompé sur ce côté-là. Enfin, franchement, oui, tu as le nom Yoshitaka Amano. Voilà, Yoshitaka Amano, monsieur qui dessine super bien. Voilà. Après, c'est vrai que sur le scénario, on a cette accroche du gars qui est poursuivi, qui avance. Ça m'a fait un peu penser à... comment il s'appelle, ce jeu vidéo mais surtout aussi qui se rappelle de rien. Oui, comment il s'appelle ce jeu vidéo qui était vachement sympa, où tu joues un gamin qui doit tenir une fille par la main non-stop pour la balader dans des... qui était un très très bon jeu, avec des énigmes, avec la fille qui est poursuivie, attaquée par des ombres, mais tu te réveilles, tu es totalement amnésique, tu sais pas ce qui s'est passé. Il y a vraiment cet esprit-là. Tout le monde... voilà. Les 2 personnes dans le chat... non, personne. Voilà. Tu fais vachement bien. La minute littérature, définition du mot solitude. J'avais piqué une PlayStation pour essayer d'y jouer à ce jeu. Déjà, c'est un jeu Sony, donc on peut déjà... C'était une exclue. Bon. Et le gars, il a fait Shadow of the Colossus après. C'est pas du tout le même style quand même, par contre. C'est très proche. Graphiquement, c'est très proche. Bref, c'était quand même bien bourrin. C'est le même style graphique, mais avec des longs moments de contemplation où tu courais dans les plaines avec ton cheval. Tu galopais beaucoup dans Shadow of Colossus. Voilà. Bref, voilà, ça marche très bien, mais c'est vrai que pour le moment, on sent qu'il y a un univers qui est assez riche, qui est bien composé. Et c'est surtout, moi, ce que j'ai apprécié, c'est ce côté dual. C'est-à-dire que la BD, ce n'est pas exactement ce qui est en ligne. Ça raconte des choses légèrement différentes. Dans ce qui est en ligne, tu as une interactivité possible, tu as une musique qui va accompagner intelligemment, c'est-à-dire qui ne t'impose pas un rythme de lecture, les choses. Tu as des énigmes cachées. Tu vas pouvoir cliquer à certains endroits pour révéler des secrets autour de l'histoire. Un côté multimédia qui était vraiment très bien pensé. Pour le moment, c'est le crowdfunding qui finance un peu ce qu'il fait au web, parce que le web, forcément, ça lui rapporte pas grand-chose. Et je trouve que, ne serait-ce que pour encourager un projet comme ça, qui est intéressant, qui donne envie d'en savoir plus, qui marche plutôt bien, c'est pas... Voilà, à part le graphisme que j'aime beaucoup, je suis pas tombé en coup de cœur. Moi, je trouve que c'est un projet qui vaut le coup, et l'auteur, donc, Axandre, et voilà, j'avais discuté avec lui... à Saint-Malo, alors je connaissais déjà sa BD, il a fait un assez bon boulot et je pense que je vais backer le tome 2 pour savoir si l'histoire progresse. Le jeu vidéo, est-ce qu'il ne s'appelait pas Ico ? Ico, merci, c'est ça, totalement. Voilà, très bon jeu, Ico. Beaucoup de gens vous le recommanderont parce que c'est très 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 réputé. Et on va pouvoir passer à la suite. Le tome 2 de Brindille. Par Frédéric Brémaud, parce qu'il y a 2 R, et Federico Bertolucci. Je prononce mieux le tome 1 avait été chroniqué il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps. Fort. Mais tu peux rappeler. Alors, il y a fort longtemps, ça fait moins d'1 an, les poulets, quand même.
C'est super Fort, Sérieux fort. Moi, non. Ah oui, largement. Alors, Brindille, c'est une petite fille qui se réveille au début du tome 1 dans un univers fantasmagorique avec des animaux qui parlent et elle ne se rappelle de rien. Si ce n'est qu'elle est recueillie par un village qui va l'habiller, qui va s'occuper d'elle, jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'en fait, elle émet, lorsqu'elle est stressée, des étincelles au-dessus de la tête. Ce qui est assez rigolo, mais pas très très pratique quand on veut être discret. Et en particulier, c'est assez révélateur d'une créature chassée par la Horde. On ne sait pas ce que c'est que la Horde, mais au moment où les villageois s'en aperçoivent, eh ben, ils la foutent dehors en disant c'est trop tard, on va être chassé par la Horde. Et ils abandonnent le village, en l'ayant abandonné elle-même. Elle tombe sur un loup. Soyons clairs, moi j'ai longtemps cru que c'était un renard, hein, mais Pareil. voilà. Bon, enfin c'est un Je crois qu'on en a déjà parlé. un renou, Un renou, Voilà. un lunard. voilà un lounard. C'est bien Un lounard. Hey, je suis un gros lounard avec un blouson clouté. Et donc, à la fin du tome 1, il tombe sur la Horde, le lounard se sacrifie et elle perd sa trace et elle pense qu'il a été tué. Donc, au début du tome 2, nous retrouvons Brindille qui se réveille. En étant tout aussi paumé qu'au début du tome 1. C'est ça. Parce qu'à la fin du tome 1, en fait, pour fuir la Horde. Alors, la Horde, c'est un ensemble de créatures noires, des orques, en fait, hein, voilà, pour être très schématique, agrémentées de quelques trolls. Et elle se jette dans un étang. Donc, à la fin du tome, au début du tome 2, pardon, elle se réveille au bord de l'étang. La suite du tome fait qu'elle retrouve le loup, qu'elle le soigne, finalement, elle se demande toujours ce qu'elle fait là. Et c'est une série en 2 tomes, hein, donc ça se termine à la fin du 2e tome. J'ai l'impression que tu te demandes ce que tu fais là. Non, je me demande pas ce que je fais là, mais je me demande surtout ce que je vais pouvoir dire. Sans trop dévoiler. Sans dévoiler la fin. C'est une vraie problématique. Et elle a des souvenirs, voilà. L'essentiel du 2e tome, déjà, c'est que ça se termine, qu'elle commence à avoir des souvenirs qui lui reviennent en réminiscence, que le loup lui révèle un certain nombre de choses, et qu'elle va comprendre, en fait, où elle est, ce qu'elle fait là, et ce qu'elle va devenir. Maintenant, soit on spoil pas, mais bon, on a dit qu'on spoilait pas. Donc, il faut le lire. Merde, on peut pas dire que c'est comme dans tous les trucs, à la fin, ils meurent tous. Joker. Dans tous les films et dans tous les livres, à la fin, ils meurent tous. Ça, Comme dans le Lost, en fait, Spoons aussi, c'est ils meurent comme tous. dans Lost, en fait, ils étaient déjà tous morts. Ouais. C'est ça sans l'avoir lu. Hein. Voilà, alors, donc il y a une histoire d'armure, d'épée aussi. Donc il faut qu'elle se trouve une armure, il faut qu'elle se trouve une épée pour combattre la Horde, etc., etc. Bon, voilà, il y a une quête en fait. Mais on retrouve un petit peu tous les poncifs, tous les schémas classiques de la quête héroïque médiévale fantastique. La grande qualité de cet album, pour moi, c'est son dessin. Une mise en couleur et sa mise en couleur. Donc un dessin tout à fait magnifique, ciselé, léché. Il y a pas beaucoup d'erreurs, si vous voulez, en termes de dessin. Les cadrages sont magnifiques, le découpage est très très réussi et très dynamique. La mise en couleur est absolument réussie. Je ne sais pas du tout comment il a fait sa mise en couleur, mais c'est vraiment très 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 réussi. En termes de scénario, on est un peu en dessous, à mon sens. On est sur quelque chose, sur une histoire intéressante, agréable, originale. En 2 tomes, on n'a pas beaucoup le temps de rentrer et de développer un univers profond. Ça ne le nécessite pas non plus, d'ailleurs. Et je reste un peu sur ma faim. Voilà. C'est mignonnet, c'est plus que mignonnet, c'est très très beau. Est-ce que la beauté seule suffit à justifier ces 2 tomes? Je n'en suis pas intimement persuadé, mais par contre, Federico Bertolucci recommence, n'hésite pas, fais d'autres albums, éclate-toi et fais des choses plus développées. Alors, vu qu'on n'était que 2 à le lire, je vais aller en fait entièrement dans ton sens. Graphiquement, ça m'a totalement séduit.
Mais au niveau de la narration, j'ai été. Je me suis dit, j'ai donné plein d'espoir pour la fin. Je me suis dit, il va y avoir un truc de ouf à la fin, tu vois, qui va me dire, mais putain, c'était trop bien. Et en fait, non. J'ai été assez déçu par la fin, même si elle est quand même assez originale. Mais voilà, c'était trop entendu sur une grosse partie du premier tome. Comme tu disais, on rentrait vraiment un peu dans les clichés, on va dire, de ce qu'on peut avoir sur l'heroic fantasy. Hein. Mais cliché assumé pour le coup. Oui, oui, cliché assumé, mais voilà, du coup, je me suis dit, bon, peut-être que ça va me sortir d'un coup un gros twist. Ben non, et en fait, voilà, c'est splendide, comme tu dis, c'est superbement fait, au niveau du dessin, au niveau de la couleur, au niveau de la narration, au niveau du rythme, on est bon. Mais en fait, au niveau du scénario, ça m'a pas follement emballé, quoi. Pour tout vous dire. Pardon, juste, c'est peut-être typiquement le type d'album qu'il faut emprunter en bibliothèque. Ouais. Mais, enfin, après, je veux dire, moi, j'ai aucun regret à l'avoir acheté parce que vraiment, c'est beau. Maintenant, est-ce que je le relirai tout de suite? Non. Est-ce que je le relirai dans le temps? Je pense pas. Je pense que je le feuilleterai juste pour revoir les dessins. Quand je rangerai la bibliothèque, je ferai, ah putain, c'est vrai quand même, c'était pas mal, ça, c'était joli. Mais je reviendrai peut-être pas dessus encore pour le relire de temps en temps. Ouais, pour tout vous dire, je l'ai feuilleté en l'espace de quelques petites minutes. Je l'ai fait le tour de l'album. Alors du coup, j'ai pas pu malheureusement m'attarder sur l'intégralité des graphismes qui sont effectivement excessivement beaux. Mais en survolant simplement la bande dessinée, on comprend tout de suite le scénar. Donc il y a un manque de profondeur qui est assez évident sur l'écriture. Voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement le graphisme, lui, est vraiment au niveau et aurait mérité sans doute un petit peu plus de recherche. Je reviendrai 2 secondes juste sur le personnage principal de Brindy, parce que même si j'ai pas lu dans le détail le 2e tome, j'avais lu le premier. Il y a trop de décalage entre l'attitude très adolescente et un petit peu désinvolte et avec un petit peu d'humour trop décalé, je trouve, par rapport à l'ambiance générale. Ça sert pas non plus la profondeur du scénario, je trouve, l'attitude de l'héroïne principale. Voilà, ça se pose un peu le cul entre 2 chaises. Ce que vous dites va un peu dans le sens de ce que j'avais dit du tome 1, que j'avais trouvé très très beau, mais qui était une intro, et que les tomes 1 qui ne servent que d'intro, c'est un peu fatigant, surtout quand c'est un diptyque. Et ouais, vous allez un peu dans le sens. Donc Brindy, dont on regrettera donc un peu les faiblesses scénaristiques malgré une très grande qualité graphique. On va tout de suite passer à autre chose. Andy Sander, tome 4, 5, 6. Et j'adore quand Pierrick me donne ce genre de truc à chroniquer, parce que comment chroniquer un tome 4, 5, 6, soit en ne disant pas grand-chose, soit en spoilant forcément des morceaux des tomes. Déjà, de quoi ça parle, Descender? Alors, Descender, on est dans un univers avec plusieurs planètes qui ont formé un conglomérat, le CGU, et elles ont vécu l'arrivée d'une entité énormissime, robotique, qui les a grandement menacées. Ça date d'une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Grandement menacé. Oui, non, mais c'était un simple avertissement. Ouais, enfin. Un gros avertissement, mais un simple avertissement. Ouais, juste quoi? C'est la moitié ou les 3/4 de l'humanité qui ont disparu? Ah non, pas sur l'avertissement. Pas sur l'avertissement. Moralité, le CGU a décidé de faire la chasse aux robots pour éviter que justement les entités robotiques prennent le pas sur l'humanité. Et donc, il y a une immense chasse aux sorcières, un génocide quasi total, et donc des chasseurs de primes qui sont mis en place pour aller détruire et exterminer l'intégralité des robots de l'univers. Au milieu de tout ça, on a donc l'un des chasseurs de primes, Andy, qui a un passif avec une entité robotique qui était son frère, Tim, avec un autre petit chien qui a gardé l'intégralité des souvenirs. Il a une ancienne compagne qui, suite à un accident, devient à moitié robotisée elle aussi.
alors que lui, son job en fait aujourd'hui, c'est de tuer tous les robots existants. Donc lui aussi, il a un petit peu le cul entre deux chaises, il est un petit peu tiraillé le garçon. Et au milieu de tout ça, on a également de l'autre côté CGU, le président du CGU, le directeur général, on va dire ça comme ça, qui a de grandes idées pour exterminer tout le monde et garder la suprématie humaine. Et il envoie notamment sa fille, Telsa, qui le mésestime grandement et ouvertement, et elle n'a qu'une envie, c'est de se faire adorer de son papounet chéri et obéit à la quasi-totalité de ses ordres. Telsa ou Tesla ? Telsa. Dernier point de personnage important, les entités robotiques ont elles aussi un univers dirigé par un gouverneur, on va dire, une entité qui réfléchit un petit peu plus et qui dirige l'ensemble des troupes et qui est là justement pour mobiliser ses troupes et se rebeller contre les attaques et les exterminations prévues par les humains. Je pense avoir fait à peu près le tour des personnages. Il nous reste juste le professeur Kwon et le professeur Solomon, si je ne me trompe pas, qui sont les deux savants à l'origine de l'intelligence artificielle de Team 21. Qui a mis en place Team 21, qui est le robot le plus évolué de l'ensemble. Et donc tout le monde est à la recherche de ce Team 21, parce que Team 21 recèle le codex des immenses moissonneurs, ces fameuses entités robotiques qui sont venues exterminer, ou en tout cas menacer d'extinction la race humaine. Dans ces tomes 4, 5, 6... C'est comme dans Endgame, ça, en fait. Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? C'est comme dans Endgame. Oui, mais à la fin, tout le monde... Ah, je ne peux pas le dire. Donc voilà, comment résumer les tomes 4, 5, 6 ? Donc on va avoir Kwon et Tesla, donc le professeur Kwon et Telsa, qui sont enfermés justement dans le monde robotique. Ils s'échappent de leur prison. Pendant ce temps-là, on a Team 21 qui combat son espèce de frère jumeau, Team 22, qui n'est pas si gentil que ça, le Team 22. Qui essaie de se faire passer pour un gentil, mais en fait non, il a qu'une envie. Lui aussi, il a un petit problème de relation au père. On est sur des schémas assez classiques. Donc forcément, ça va assez fighter. Et Team 21, petit à petit, grandit, essaye de voler de ses propres ailes et va essayer de faire ses propres choix. Lui, c'est un vrai gentil et il essaye toujours de ménager la chèvre et le chou. Il ne veut pas que les gens meurent, en fait, tout simplement. Il est attaché aux humains, même s'il a un attachement également très profond avec le monde robotique et notamment avec les moissonneurs. Car, vu qu'il est la clé du codex, il arrive à rentrer de temps en temps, de manière très involontaire, avec ces entités supérieures. Qui sont-elles ? Quelles sont-elles ? C'est ce que l'on va justement apprendre principalement dans les tomes 5 et surtout 6, où on a un énorme flashback aux origines de l'univers, quand même pas, mais en tout cas plusieurs milliers d'années en amont. Et on a du coup un point de vue radicalement différent, un éclairage tout à fait nouveau sur l'ensemble de l'univers et des raisons pour lesquelles les uns et les autres se battent. Ce 6e tome, alors je ne vais plus rentrer dans le détail du scénario, par contre, de la genèse de l'écriture, oui. À la fin du 6e tome, on a des petites informations comme quoi, en fait, habituellement, le scénariste, dont j'ai oublié le nom puisque mon truc s'est éteint, Jeff Lemire, habituellement, il a déjà en tête, de bout en bout, l'intégralité de son scénario. Ça a été le cas également pour Descender, à ceci près que il y a eu un moment où son dessinateur a eu besoin d'un petit moment de respiration, et c'est pour ça qu'il a fait une espèce de un petit arc au milieu où on parle de Forer, le vilain petit robot ou le vilain gentil petit robot qui se prend pour un tueur, qui a été un tueur d'humains. Effectivement, il est là grandement impliqué dans une catastrophe qui touche de près nos personnages principaux. Et suite à cet arc, en fait, ça a donné une perspective tout à fait nouvelle de fin à Jeff Lemire, qui a fait radicalement on efface et on recommence pour créer une toute nouvelle fin. Et cette toute nouvelle fin, je n'ai pas envie de spoiler, mais nous ouvre sur un nouveau cycle d'une nouvelle bande dessinée. Et donc là, on n'est plus sur Descender, mais Ascender. Ah, il va y avoir une suite, donc. Et donc, même si ici, ça se termine en 6 tomes,
ce cycle est totalement complet et abouti. Mais ça a ouvert, du coup, cette nouvelle fin, ça a ouvert à une nouvelle bande dessinée. Et donc, l'auteur, côté scénario et côté dessin, les auteurs espèrent nous retrouver pour la suite des aventures. Voilà. Oui. Vos impressions? Ton avis à toi déjà. Alors, mon avis à moi, moi, je le dis tout de suite, il y a un coup de cœur, mais c'est même plus un coup de cœur. C'est très bien que tu les annonces. C'est juste, oui, je sais, je suis désolé, Pipier, mais en même temps, j'ai fini de lire le tome 6, voilà. C'est juste énorme. Voilà, c'est juste. C'est gros, c'est très gros, c'est énorme. C'est énormissime, c'est énormissime. Et alors du coup, on n'a pas l'ancienne fin. Et non, le Mire ne nous donne pas l'ancienne fin qui était initialement prévue. Il nous donne la nouvelle fin uniquement, et elle est déjà génialissime. Au-delà du fait que ça ouvre sur autre chose, c'est génial. Le dessin est toujours exceptionnel. C'est tout en délicatesse. On n'en fait pas des caisses. On a une espèce de papier tramé, beaucoup d'aquarelle. Je crois que c'est le vrai papier qu'il a utilisé. Voilà, pour de l'aquarelle, c'est un papier aquarelle. Ça donne une profondeur à l'ensemble. On n'est pas sur quelque chose de froid, alors qu'on est sur des tonalités avec beaucoup de bleu, beaucoup de blanc, etc. On n'est pas du tout dans quelque chose de froid, parce que justement, on a ce côté un peu chaleureux du papier et du dessin. Enfin, ça marche excessivement bien. Il y a des rebondissements toutes les 5 secondes. Les tomes sont extrêmement denses. Voilà. C'est très intelligent. C'est très bien dessiné. Que demander de plus? Thio. Après, je trouve quand même assez dithyrambique sur le dessin. Il y a des fois où... Dustin Nguyen. Dustin Nguyen. Voilà, écoute, je suis pas fan. Il y a des fois T'es pas fan? Non, il y a des fois où je trouve ça splendide. T'es pas fan? Non, et il y a des fois où je trouve que c'est un peu léger. Alors, dans le détail, il y a vraiment... il y a des pages où j'ai vraiment l'impression en fait, qu'il a envoyé quelques tâches pour faire l'aquarelle, et que ça faisait les personnages. Tu vois, allez, tiens, je t'ai mis quelques tâches, ça fait les personnages. Je suis d'accord que ça fait... Si j'ai reconnu les personnages, c'est qu'il y a du talent, parce que du coup, ça veut dire que juste en quelques tâches, tu sais ce qui c'est. Mais il y a des fois où je trouve que c'est un peu inégal. Voilà. Je lui enlève aucune once de son talent, parce qu'il y a quand même des planches qui sont mais absolument fantastiques. Alors, c'était plus sur les... Là, je t'en parle dans la globalité, je crois que c'était plus sur le tome 2 ou sur le tome 3, où tu as des cases qui sont plus... Alors, de temps en temps, en fait, de par l'organisation de la page, il y a des cases qui sont un peu petites. Et effectivement, du coup, il ne met pas autant de détails ou autant de finesse d'entrée que sur les choses qui sont un peu plus grandes. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Après, pour les 6 tomes, moi, je me suis globalement régalé. Sur les 6 tomes, c'est énormissime. Et puis, l'air de rien, ils n'ont pas mis tant de temps que ça à sortir, ces 6 tomes. Non, je crois qu'ils sont sortis en 2 ans, je crois. 2-3 ans. C'est allé... Mais au niveau du scénario... ça déchire. Je trouve que la fin, elle m'a quand même bien tenu en haleine, parce qu'en fait, tu as vraiment une tension qui monte tout du long, et tu arrives sur la fin avec vraiment un climax qui... C'est ça. Il y a un dernier groupe de personnages dont je n'ai pas parlé, c'était les Knishiens, qui ont un rôle aussi à jouer dans l'ensemble de les Knishiens. Qui ont une bonne tête de gros porc, en fait, pour faire simple. Là, pour le coup, ça m'a beaucoup fait penser à Dune, avec les Harkonnen, voilà. Bon, est-ce que Thio, tu valides ce coup de cœur? Ceux qui ont la caméra le voient. Voilà, donc c'est un coup de cœur validé pour Descender. Heureusement, on n'est que 2. Mais que 2 bah oui, si vous l'aviez annoncé, je l'aurais pas mis le programme. Il est chiant. Mais oui, mais c'est le principe, les amis, en théorie. Et tu sais quoi, c'est comme ça que du coup, on peut les faire passer. Ouais, la prochaine fois, je les refuserai. Voilà, puisque c'est comme ça. On va vraiment faire un canal dissident. Totalement. Voilà. Non, parce que l'idée, c'est qu'on les ait tous lus, les coups de cœur potentiels. Mais bon, poursuivons. Vous en avez déjà lu une partie. On poursuit avec Dans son ombre. Putain, j'ai eu peur. C'est toi. Ouais. Dans son ombre, donc... c'est moi. Ah, tu le rajoutes premièrement et tu dis c'est moi qui fais le pitch. Écoute, j'en ai déjà chroniqué 2 ce soir. Je pense que toi, tu peux y aller. Sinon, je peux le chroniquer moi aussi, mais j'ai pas lu. Voilà. Dans son ombre, étude de bande dessinée dans laquelle nous allons suivre la vie d'une jeune fille qui croise son père
occasionnellement, régulièrement, sur un rythme régulier, mais les week-ends, etc. Sur des moments, et un jour par semaine. Ouais, un jour par semaine, sur des moments assez délicats, et qui, très vite, on va se rendre compte qu'en fait, ce père a deux familles. Ce père a deux familles, et qu'elle fait partie de la deuxième famille, celle qui est dans l'ombre, celle que la famille de la maîtresse. Et que elle est un peu, c'est le côté honteux, quoi. Alors que son père a l'air d'être quelqu'un de plutôt pas mal, en tout cas d'après ses souvenirs, parce que c'est ses souvenirs qui sont comptés. Il est présenté sous un jour plutôt favorable, je trouve. Mais c'est cette vie de se dire d'un coup, qui est cette autre famille? Comment elle découvre qu'il y a une autre famille, et comment ensuite elle a envie d'en apprendre plus. On va suivre un peu ce cheminement de cette jeune fille, de cet enfant, et comment est-ce qu'on peut vivre avec ça, ce secret familial qui peut être un poids très lourd à porter. Globalement, j'ai tout de suite éliminé le côté graphique que j'ai trouvé efficace mais super simple, un peu trop parfois. On sent que c'est quelqu'un qui avait une histoire, qui voulait la décider, mais qui n'avait peut-être pas forcément, je dirais, qui manquait d'expérience. Ça fait un peu cet effet d'être un bouquin sur lequel l'auteur se fait son expérience. C'est un peu l'effet que ça m'a donné. Ce qui n'enlève rien à la qualité du scénario, qui est très bien écrit, qui ne joue pas sur le pathos, alors que c'est un sujet qui permettrait très facilement d'en faire des tonnes, de sortir des violons de tous les côtés, qui nous fait juste une tranche de vie sur une situation qui ne doit pas être unique, je pense, en France, parce qu'on a une certaine culture, apparemment, de ce genre de situation en France. Voilà, c'est une BD efficace qui nous présente un problème de société. C'est une BD sur les bâtards, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bravo. Voilà. Non, mais en plus, c'est les Isaac, bâtards qui ne savent rien, en plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais qu'il est odieux, ce mec, il est odieux. Jérôme. Alors, c'est une BD autobiographique. Est-ce que on n'a pas l'album là sous la main? Est-ce que tu as le nom de l'auteur? Marianne. Pas là sous la main. C'est édité J'ai rajouté au. Marianne Moana. Merci. Vas-y, redis-le. Marianne Moana. Marianne Moana. Donc c'est autobiographique, c'est complètement assumé. Elle se livre beaucoup d'elle-même parce qu'il faut quand même être très courageux pour balancer sur la place publique une histoire aussi lourde. Moi, je trouve ton résumé très réducteur parce que on n'est pas du tout, à mon sens, on n'est pas sur le fond de la question. C'est pas un album sur les relations extra-conjugales et les enfants. Enfin, en tout cas, c'est pas illégitime. C'est pas que là-dessus, en tout cas. C'est avant tout une extraordinaire, je trouve, relation d'amour entre une fille et son père. Oui, mais c'est ce que je disais. C'est quelque chose qui, c'est le cœur Tu du l'as sujet. pas dit. Vas-y, rame. Ne te défends pas, tu l'as pas dit rame. comme ça. Et c'est aussi une réflexion d'une gamine vis-à-vis d'un père beaucoup plus âgé qu'elle. Puisqu'en fait, on voit très vite que si sa mère avait peut-être 25 ou 30 ans quand elle l'a eu, son père, lui, en a facilement 70. 60 ou 70. Donc finalement, elle va grandir avec un père qui, en fait, a l'âge d'être son grand-père, et quand elle va arriver à l'âge d'adolescente, elle va perdre son père. Donc c'est aussi la relation d'une absence, la relation d'un père qui, au moment où elle a besoin de lui, il est plus là. Et cette réflexion, elle est aussi sur cet aspect-là, en disant mais tu savais que quand j'aurais besoin de toi, tu serais plus là. Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Donc elle livre beaucoup de choses dans cet album. Moi, j'ai trouvé ça très très courageux de sa part. Ça fait partie de cette collection qu'on aime bien autour de cette table, hein, on peut le dire quand même, de Varum Vraum. Et Vendry, pour moi, a trouvé une vraie petite perle là. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi, Pierre. Graphiquement, c'est parfois un peu léger. J'aime bien certaines cases où un arrière-plan est stylisé par 2-3 traits. Ça le fait. Mais sur l'ensemble d'un album, ça peut être un peu léger.
Maintenant, pour un premier album, pour moi, c'est une réussite, une vraie réussite. Et vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Et pour moi, c'est un coup de cœur. Mais j'entends bien que c'est un coup de cœur très particulier. Disons que, ouais, ce que tu disais, oui, effectivement, c'est cette relation au père qui est le cœur du sujet et qui est très bien traitée. Mais voilà, moi, disons que si sur ce propos-là, la maturité est présente, je trouve que ça manque un petit peu de maturité graphique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des bonnes idées. C'est-à-dire qu'il y a des trouvailles, on le voit dans la couverture, ne serait-ce que ça. Il y a des trouvailles, il y a des recherches, il y a des choses qui sont intéressantes. Et la narration est bonne. C'est vraiment purement technique. Tu vois, et on sent que ça aurait mérité qu'elle se fasse un storyboard détaillé, qu'elle envoie à quelqu'un qui ait la technique derrière. Mais on sent qu'il y avait aussi la volonté que ça sorte de ses tripes et qu'elle le fasse elle-même. Et ça va dans ton sens. Alors, je pense que c'est... Je vais être peut-être le partisan du milieu, mais... non, je pense qu'elle n'a pas eu besoin de faire ça parce que c'est quelque chose qui était dans ses tripes, comme tu dis, et qu'il fallait que ça sorte. Je pense je te dis pas qu'il y avait un sentiment d'urgence, mais je pense qu'il y avait un moment où ça a dû sortir un peu comme une sorte de jet, quoi. C'est parti et c'est parti. Et elle a envoyé tout ce qu'elle avait envoyé. Sur le principe du dessin, il a une... peut-être que le mot est inapproprié, mais ça peut être un peu simpliste, mais ça amène une limpidité à l'histoire qui, je trouve, renforce encore plus les sentiments qu'elle a voulu donner. Comme tu dis, je trouve que c'est super courageux ce qu'elle a fait, et c'est surtout, moi j'ai trouvé ça à la fois très violent, parce que du coup, elle te met pas de filtre dans ce qu'elle ressent, quoi. Hein. Tu es vraiment dans la violence de ses sentiments, de son ressenti, et tu te prends tout dans la gueule et tu dis mais waouh. Et justement le côté simpliste du dessin, je trouve, rajoute encore plus de pertinence et de puissance aux sentiments qu'elle veut transmettre. Peut-être qu'il y a des erreurs dans le dessin, dans la narration, peut-être qu'il y a des erreurs peut-être de jeunesse. Hein. J'avoue, je connais pas l'auteur plus que ça, et ça peut-être c'est son deuxième album. Mais moi, j'ai trouvé une puissance à l'intérieur que j'avais rarement vue, en fait, que j'avais vraiment rarement senti comme ça. Un truc qui te prend et qui te secoue, et qui te secoue peut-être sans, comme tu dis, sans grande qualité graphique, sans avoir un trait qui est super abouti. Ouais, mais waouh, c'était puissant, quoi. Cette situation-là, on l'a déjà vécu dans d'autres bouquins, et où effectivement le texte ou le sujet étant tellement dur, tellement rude, tellement poignant, émotionnant, on va dire ça comme ça, qu'il faut simplifier le dessin. Tu peux pas être complexe complexe dans le texte et complexe dans le dessin. Il faut qu'à un moment donné, il faut que ça reste lisible aussi pour le lecteur. Et pour que le texte garde toute sa puissance, peut-être que de la simplicité, ça amène un peu plus de fluidité à la lecture, et ça évite de surcharger, voire de créer de l'ombre, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots par rapport au titre, à l'ensemble du propos. Je suis peut-être un petit peu plus critique sur le coup, dans le sens où la simplicité, je suis d'accord, mais là, ce n'est pas que de la simplicité. C'est-à-dire que la simplicité, pour moi, me donne l'impression, après je me trompe peut-être, de masquer un manque de qualité technique. Et on peut faire simple et technique. Voilà. Rappelle-toi, Evelyne a raison, quand on avait lu le bouquin sur la perte de l'enfant. Sur la perte de l'enfant. Donc on l'écoute pas. C'est pas ta tête de cochon. Ouais. La perte de l'enfance, comment ça s'appelait ce bouquin? C'est le truc qui te donne envie de chier dans tous les sens. Voilà. Et là, on était sur ce même principe-là, c'est-à-dire que le sujet et la façon de le raconter était assez lourd à porter. Et le dessin, heureusement, était là quand même pour fluidifier la lecture et faire avancer. Il était gras, le dessin, quand même, là-dessus. Oui, mais il n'y avait pas très peu de détails. On était dans la simplicité. Moi, je lui aurais donné. Ouais, voilà. Je suis là juste pour vous faire chier. Voilà. Désolé. Deux fois ce soir. Voilà. Heureusement qu'on n'a pas fait du Descender. Je l'aurais peut-être mis. Vous savez. Je ne suis pas si vache que ça. J'en mets des fois des coups de cœur. Tu devrais faire une chronique, le coup de cœur a posteriori. Pourquoi pas? Parce que je vais les lire là. Vu que je sais qu'il y a une suite, je me sens obligé maintenant. Eh oui.
C'est pas une suite, hein. Oui, voilà, pardon. C'est C'est même univers. Ouais. Voilà. Express. Walking Dead numéro 31. On en est qu'au 31 Ah ouais, Ouais. ça va vite, hein. On se rapproche de la fin, je crois. Ouais. Dans ce tome de Walking Dead, En nous tout cas, c'est suivons sûr, c'est fini. toujours le même groupe de survivants à une apocalypse zombie qui, depuis parles quoi, des lecteurs l'ombre numéro... Mais toi, tu les as pas lu depuis 20... Toi, ta gueule, tu les as pas lu depuis 20 numéros, en fait. Ton avis Il n'a les a pas, jamais n'a lus pas tout lieu court. d'être. Si, j'ai attaqué au début. Voilà. Ton avis n'a pas lieu d'être pour ne pas avoir lu la suite. J'adore le faire chier. Bref, et c'est un express, donc n'alourdis pas cette chronique, s'il te plaît. C'est ma raison d'être, en fait. Bref, C'est comme Randy, tu vois, j'ai trouvé quoi faire. Comment je coupe son micro, là C'est le 3, normalement. Ouais, ok. Je m'en fous, il y en a un autre à côté. Ok, et c'est le 4 à côté, Jérôme. Bref, J'ai rien fait, moi. donc, le groupe de survivants a enchaîné des rencontres avec différents groupes jusqu'à s'agrandir. Et maintenant qu'ils sont une sorte de communauté avec plusieurs sites éparpillés dans la même zone, ils ont rencontré un autre groupe encore plus grand qui est dirigé par la gouverneuse et qui, eux, partent sur un principe de ce que tu faisais avant, ça va définir ce que tu vas être maintenant. Et on se retrouve vraiment sur une méritocratie. Très, très, très... pas méritocratie, pardon, c'est pas le bon terme. Oui, c'est pas le bon terme, pardon. C'est quoi le mot ? Dictature. Non, mais ça, c'est autre chose. Non, dictature, c'est autre chose. Je trouve plus le mot. C'est une sorte de Remets-moi mon micro, toi. C'est une sorte de... Si tu Ouais. étais avocat avant, tu as un Voilà. bon métier, tu as une belle maison et tu as un bon salaire. Voilà. Si tu étais éboueur Serveuse. avant, ou tu étais serveuse, eh ben, tu redeviens serveuse et tu as zéro thune, tu as rien. Voilà. Et forcément, Rick, c'est pas le genre de truc qui lui plaise trop. système de caste, tout voilà, à fait. système de caste. C'est pas trop le truc qui lui plaît. Et on sent que ça va péter. Surtout que dans le groupe, on a d'anciens, on va dire les gros punks de la bande qui Dwight. le prennent, Dwight, voilà, qui le prennent très 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 mal et qui se disent, voilà, ils sont en train d'essayer de nous refaire une négaditude et qui est pas content du tout et qui va pour aller vers l'anarchie. Et en parallèle, on va suivre Michonne, qui a retrouvé sa fille qu'elle croyait disparue depuis longtemps, et qui a toujours été un peu le côté un peu barbare. Elle semble très très bien s'acclimater là-dedans, vu que c'était une avocate et qu'elle a une belle vie, en fait. Ça reste sympathique, ça aborde le côté de la reconstruction de la société de façon un peu différente et à une autre échelle. C'est-à-dire que ça y est, on n'est plus à se dire comment on va manger, comment on va se protéger, etc. C'est sur la question de quel modèle de société on va choisir et on va mettre en place pour vivre ensemble. Ça a l'air Et sympa. surtout, quel modèle de société on va faire quand on arrive, on se rend compte qu'il y a des injustices, qu'il y a des manifs. C'est-à-dire que y a des répressions policières, les gens qui se tapent sur la gueule. Gilets jaunes, pardon. Et non, mais t'es vraiment dans le côté gilet jaune, t'as un peu ce côté-là, et tu vois comment est-ce que c'est géré. Ça reste Jour de grève. efficace. On se demande jusqu'où ça va aller, parce que ça reste quand même quelque chose d'un peu... ça devient un peu long, en fait, de Walking Dead. On le lit par habitude, même si j'ai encore un peu de plaisir à le lire. Mais disons qu'à un moment donné, il faudrait qu'il fasse avancer son histoire peut-être aussi vite qu'un Invincible. Juste quand même j'avais de l'espoir avec la gouverneuse. Là, si tu veux, l'épisode avec Dwight, je me suis dit, mais c'était un peu pour moi, what the fuck. Pour moi, ça ressemble pas au personnage de Dwight. Pas dans le bon sens, alors. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, pour moi, Parce que what the fuck, ça peut avoir deux Ah non, sens. mais c'est pour moi, en fait, parce que pour moi, il peut pas faire ça, le personnage de Dwight. Il peut pas avoir cette réaction-là aussi violente. Il en est pas capable parce qu'il n'a pas été capable avant. Et honnêtement, il n'a pas eu des coronesses qui lui ont poussé entre 2 épisodes. Donc non. Il a changé de copine. Ah, c'est Il est ça. très influencé par ses copines. Hein. C'est ça, c'est vrai. Mais ouais, mais non. Non, parce que là, c'est totalement lui. Enfin bon. Et donc, du coup, pour moi, là, tu vois, je me suis dit, ouais, peut-être qu'on va repartir sur un truc et on va enfin finir. Et non, on repart encore sur de la chienlit. Et je commence à avoir du mal, moi, à me lire du Walking Dead, quoi. Disons que là, le problème qu'il y a surtout, c'est que on sentait que ça arrivait vers la dérivation, c'est qu'on s'éloigne un peu du côté politique, enfin du côté post-apocalyptique, pour aller vraiment sur un côté plus politique, qui s'éloigne du sujet un peu de base. Les zombies ne sont vraiment plus qu'un détail. Ils l'étaient, c'était une toile de fond avant, mais là maintenant c'est presque un détail. Et je pense qu'il serait temps que la série trouve une conclusion à la hauteur de ces grands moments, on va dire. On a trouvé quand même un grand moment de zombitude avec les chuchoteurs. Oui, voilà.
où c'était revenu un petit peu bien. Et puis là, Faut voir sur comment il va continuer. Voilà, The Walking Dead numéro 31, pourri jusqu'à l'os. Un titre pas forcément si mal porté que ça. Il y avait du bon flair, quoi. Voilà, faut voir ce que c'est toujours le problème, c'est qu'on attend la suite, mais plus par habitude que par impatience. Ah, mais c'est honnête au moins ce titre, hein. C'est bien. Avoir autant de recul sur son travail, c'est beau. Bon, surtout, à bientôt. Pour ceux qui nous écoutent en live, on se retrouve. Enfin, pour celui qui nous écoute en live, parce que je ne sais pas qui tu es. Oui, pour celui qui nous écoute en live, ou celle. Mais c'est toi? Non, il y a moi et quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. C'est En fait, je parle avec moi-même dans le chat, c'est ça qui est cool. Donc, n'hésitez pas, on va revenir en quelques minutes. Pour ceux qui nous écouteront en différé, eh bien, à bientôt. Normalement, on devrait être retour dans une quinzaine de jours pour une prochaine émission avec du gros, du lourd. Ouais. Ouais, on a Du sang frais. Du sang frais, on va avoir. On fait du teasing. On tease. Ouais, on va dire quand même. Il va y avoir une grosse saga, quand même. Une grosse saga, il va y avoir un petit peu des larmes, il va y avoir du champignon hallucinogène. Ouais. Yannick Noir épisode. Et donc, Et la physique en force. voilà. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Ou les mathématiques. Et on espère que voilà, la prochaine émission sera techniquement aussi bonne que celle-là. Mais rassurez-vous, nous reviendrons d'ici un mois pour quelque chose d'encore plus mieux de la mort, parce qu'on va arrêter de faire les cons. Nous reviendrons pour vous jouer des mauvais. En attendant, soutenez-nous en nous disant du bien de nous partout. Voilà. Nous sommes Team Rocket. Ciao, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye.